Vous travaillez la journée, bon, à l'œil nu on peut encore faire des choses correctes, mais la nuit vous perdez tout de suite l'ombre des phares et vous travaillez 4 heures mais vous avez fait que 3 heures de boulot parce que vous avez perdu 25%, quoi. Agri-Demain au cœur du SIA 2023. Salut Vincent. Bonjour. On l'aime bien cette agriculture dans sa diversité, dans sa complémentarité. C'est ça être ambassadeur, ambassadrice Agri-Demain. C'est finalement venir parler de ce qu'on fait chez soi. Oui. On est, j'allais dire, d'un territoire, on est d'un terroir. Oui, alors, on est surtout fiers de présenter la diversité de l'agriculture en France. C'est-à-dire qu'on peut être bio, on peut être agriculture raisonnée, on peut être en choix de conventionnel, mais surtout conservation. Ouais, bien sûr. Mais on est surtout, on puise la richesse de chaque solution et on peut, c'est le cas sur mon exploitation, une année revenir chercher des idées chez les producteurs bio, revenir un petit peu plus en conventionnel ou quand tout se passe très bien, rester en conservation. C'est la météo, c'est le déroulement vis-à-vis des prédateurs, vis-à-vis de, dans mon cas, des mulots. Hein, on va prendre un exemple. Parce qu'on va te présenter, mon cher Vincent, t'es céréalier. Alors, entre l'Île-de-France et la Picardie, finalement, t'es plus picard ou francilien? On se dirait quoi? Non, j'aime bien être picard. T'es picard, hein, c'est picard. Bon, c'est important, donc une passion, l'agriculture. Oui. C'était quoi, une transmission familiale? Oui, c'est une transmission familiale. On est depuis longtemps dans ta famille Ça fait plus de 100 ans que quelques générations qu'on cultive. Voilà. Éleveur peut-être avant? Il y a une évolution dans la famille? Oui, élevage jusqu'en... Alors, élevage, petite ferme avec quelques vaches, un peu toutes les productions. Bien sûr, jusqu'en 1950. Et puis après la guerre, justement, quand mon père s'est installé, il y a eu des productions beaucoup plus industrielles, c'est-à-dire des bovins à l'engraissement hors sol. Il fallait nourrir la France. Hein. Hors sol, voilà, c'était la période où il fallait faire de la viande pas trop chère, avec des races mixtes ou des races à viande, de la production de légumes pour des conserveries. Donc c'était la période où il y avait des projets économiques. Bon, depuis, j'ai un petit peu un retour en arrière parce que les conserveries ont été délocalisées. Voilà, donc la céréale a été devenue une évidence. Alors la céréale a toujours été à peu près 50% de la ferme. Voilà. Mais par contre, c'est l'autre côté des 50%, c'était à la fois des betteraves, à la fois des légumes, à la fois du maïs. Alors, les céréales et le maïs, du temps de mon père, c'était du maïs de semence. Hein, c'était les débuts du maïs qui venait des USA par Pioneer. Bon, voilà, donc on a fait de la production de semences jusqu'en 77. En 77, il a gelé, donc on a arrêté d'être producteur dans la Picardie. La production s'est faite plutôt près d'Avignon, dans le sud de la France. Mais on a continué à faire des semences de blé. Et donc, j'ai à peu près entre 20 et 40% de semences de blé sur l'exploitation. Sur combien d'hectares aujourd'hui? Alors sur 200 hectares. Voilà. 200 hectares 200 hectares, j'ai à peu près 40 hectares de semences. Voilà. On va nous faire un chiffre, j'étais à regarder sur Google, on consomme 16 millions de baguettes et avec 100 hectares, on fait 25 000 baguettes, un hectare de blé, on fait 25 000 baguettes. Voilà. Je vous laisse calculer ce qu'il faut. C'est important parce que c'est vrai que 16 millions de baguettes par jour, il faut vraiment produire du grain. Hein. Oui. L'objectif de la ferme, c'est toujours de prendre des variétés qui soient panifiables. Donc pour la meunerie, ça a toujours été un choix important, un choix stratégique. Alors on a la chance, c'est que ces variétés ont aussi augmenté en rendement. Donc c'est pas parce qu'on faisait avant du blé fourragé. Non, on a à peu près les mêmes rendements que le blé fourragé. Donc pour l'exploitation, il n'y a pas de problème économique. C'est un blé qui est plus petit aujourd'hui, moins haut? Alors le blé est beaucoup moins haut qu'avant. Naturellement, parce qu'on ne met pas forcément des raccourcisseurs, des régulateurs. Bien sûr. Bon, après la météo, il pleut un peu moins, donc forcément ça fait des cultures moins hautes. Mais les semences ont fortement évolué, que ce soit pour le rendement, mais aussi sur la rusticité, donc avec des blés avec beaucoup moins de problèmes de maladies. C'est-à-dire qu'on arrive à mieux gérer les maladies avec moins de pesticides.
Voilà, donc, et puis dans ma région, comme on a parlé tout à l'heure des mulots, j'essaye de mettre le maximum de blé barbu pour éviter d'avoir des dégâts au moment de la récolte. C'est-à-dire que le mois avant la récolte, les sangliers, dès que le grain apparaît, viennent se servir. Voilà. Donc j'ai beaucoup de blé barbu pour éviter les dégâts. Justement, vous êtes combien à l'exploitation à travailler? Alors sur l'exploitation, je suis tout seul, voilà, mais je travaille en commun avec un autre exploitant, donc on est deux pour plusieurs fermes. Voilà. J'allais te faire un petit clin d'œil pour parler de mécanisation, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, sans l'innovation, finalement ces rendements et je dirais cette logique finalement d'une agriculture aussi soucieuse de l'environnement n'aurait pas été possible. Oui, je pense que ma génération, moi je me suis installé en 89, on a profité du plein essor de tout ce qui était technologie, c'est-à-dire qu'on a profité du GPS, et donc le GPS, ça nous a permis à la fois de gagner du temps, puisque quand on est avec des outils et qu'on sait qu'on fait des croisements le plus petit possible. Alors, suivant précision à 2 cm quand même. Suivant l'abonnement, on peut arriver à 2 cm avec le RTK. Et tous les ans, même, on peut avoir la même précision pour retrouver la même limite tous les ans. Mais cette précision-là, c'est que par exemple, vous travaillez la journée. Bon, à l'œil nu, on peut encore faire des choses correctes, mais la nuit, vous perdez tout de suite l'ombre des phares et vous travaillez 4 heures, mais vous avez fait que 3 heures de boulot parce que vous avez perdu 25%. Quoi. Voilà. Travailler la nuit, ça veut dire jusqu'à quelle heure, toi, Vincent? Ça dépend de la météo. C'est 24-24 quand même. Non, mais ça dépend de la météo parce que le fait d'être très tard dans la nuit, quoi. Oui, le fait d'être responsable, je vais à des réunions la journée et donc il faut rattraper un petit peu le temps perdu. C'est ça le métier d'agriculteur. Voilà, donc le GPS me permet de rattraper en ayant des heures réellement efficaces. Bon, donc, généralement, c'est si j'étais à une réunion, de rattraper 3-4 heures le soir et surtout, c'est toujours par rapport à la météo, parce que si vraiment il ne pleut pas le lendemain, je ne vais pas aller travailler pour travailler la nuit. Mais par contre, le GPS m'a permis aussi d'améliorer mes traitements, parce que je suis parti dans une... bien plus et puis voilà, plus précis finalement. Ça me permet de travailler la nuit avec un pulvérisateur qui est équipé du GPS, qui fait des coupures. Donc ça veut dire que ça évite d'avoir tous les doublures et surtout la nuit, trouver la fourrière, c'est plus compliqué. En plus, si on n'est pas perpendiculaire à la fourrière, les coupures, on les fait un petit peu plus tôt pour être sûr de ne pas se tromper. Donc le GPS pour la pulvérisation, ça a été donc les années 90 un apport pour pouvoir travailler avec efficacité et surtout de mettre moins de produits, puisque on sait qu'à chaque fois on fera la même quantité d'eau, la même quantité de pesticides et on n'en manquera jamais. Voilà, je voulais terminer avec toi, Vincent, parce qu'on aurait pu converser pendant des heures, sur un ami commun que nous avons tous, c'est notre ami le ver de terre. Parce que c'est vraiment lui finalement qui détermine la santé de notre sous-sol quand même. On sait qu'en fonction de sa population, on est bien ou on n'est pas bien, il faut être clair. Voilà. Donc le ver de terre, pour moi, il se porte très bien dans nos terres. Parce qu'on le respecte. Il faut éviter de trop casser la terre. Dans mon cas, j'essaye de labourer le moins possible. Bien sûr. Parce que quand je peux éviter, je ne le laboure pas. Mais la labour a quand même une particularité, c'est que c'est aussi quelque chose qui peut permettre de désherber quand on n'a pas d'autre solution. Mais moins on le fait, mieux on préserve les vers de terre. Et puis d'un autre côté, le ver de terre, c'est aussi celui qui nous permet de récupérer l'eau le plus efficacement. C'est-à-dire que l'eau, au lieu de ruisseler, elle passe à travers tout notre profil de sol. Elle rentre dans le sol. C'est vrai que, dernier clin d'œil, parce qu'on s'est battu pour ces problèmes hydriques. Et en fonction des régions, on est quand même face à des inégalités. Dans la Somme, vous êtes encore... Alors dans l'Oise. Dans l'Oise, pardon, pourquoi je dis la Somme. Vous êtes toujours... C'est la Picardie. C'est la Picardie. Vous êtes là aussi avec un œil soucieux. Oui, on est depuis 2 ans dans des situations critiques. On n'a jamais connu ça au point de vue sécheresse. Au niveau responsabilité agricole, au niveau syndical, on essaye de défendre l'application par rapport à des mesures européennes, les CIPAN, les CIE,
Et quand on sait que semer quand c'est sec et que ça ne va pas pousser, ça pose problème. Bassin de rétention, pompage, c'est compliqué aujourd'hui. Forage, on en est où? Ça dépend des bassins. C'est-à-dire que chaque bassin, chaque rivière n'a pas forcément la même hauteur de nappe phréatique. Ouais. Et donc c'est vraiment de localiser. Mais par rapport à l'image qu'on veut donner au public, voilà, on essaye de faire passer le message auprès des agriculteurs qui irriguent, d'essayer de ne pas arroser la journée, de montrer qu'ils font des efforts pour respecter l'eau et que l'eau qui est émise quand il y a moins de vent et quand il y a moins d'évaporation, de façon à donner une image au public comme quoi on fait attention à la quantité d'eau et par rapport à la météo qu'il y a, quoi. Merci Vincent, en tout cas. On apprend forcément de vos pratiques et puis on apprend aussi finalement des messages que vous souhaitez bien nous passer. Merci à toi.